Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes magnifiques. Bonsoir chers amis, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch à l'heure qu'il est. Bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission Backseat. Ce soir, on va parler de politique et on va commencer en fanfare cette émission avec un Before en partenariat avec la Commission nationale du débat public, avec qui on va parler d'un débat qui va bientôt être clos sur la mer. Je ne suis pas tout seul en plateau, je suis avec nos partenaires formidables. On commence avec Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Jean. Merci d'être avec nous Florent. Tu es le président du débat public, La mer en débat. C'est le nom de ce débat. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Caroline. Bonsoir Caroline. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous. Tu es membre de l'équipe du débat public, La mer en débat. Et à côté de toi, un autre membre, Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec moi les amis. On va parler de ce débat, La mer en débat, organisé par la Commission nationale du débat public. Mais avant ça, on va commencer par le commencement. C'est quoi la Commission nationale du débat public, Florent ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous aussi. Alors, la CNDP, c'est l'autorité indépendante. C'est une autorité indépendante, c'est-à-dire qu'elle est indépendante du gouvernement et de toute partie prenante. D'accord. Elle n'est pas sous l'autorité du gouvernement en quelque sorte, comme le défenseur des droits ou ce qui s'appelait avant le CSA, ce type d'institution. Et son rôle, c'est de veiller au respect d'un droit, le droit de tout le monde ici. Tous ceux qui écoutent ont un droit qui est le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. C'est un droit qui est reconnu dans la loi. C'est un droit qui est reconnu dans la Constitution, dans la Charte de l'environnement. Le rôle de la CNDP, c'est de veiller au respect de ce droit. Donc, pour veiller au respect de ce droit, elle est saisie lorsqu'une décision impacte l'environnement pour garantir la transparence de l'information, que tout le monde ait accès à une information transparente, complète, intelligible. Elle organise les échanges entre les différents publics, mais aussi entre le public et le décideur. On dit qu'elle fait le tour des arguments, c'est-à-dire qu'elle récupère l'ensemble des arguments, les pour, les contre, les détracteurs. Oui, puis aussi ceux qui sont au milieu ou ceux qui n'ont pas forcément d'avis, elle les aide à se forger un avis, elle récupère leurs observations et leurs propositions. Ensuite, elle restitue la parole du public, c'est-à-dire que c'est la CNDP, indépendant du gouvernement, qui dit, et du gouvernement ou de tout décideur d'ailleurs, qui dit, voilà les conclusions du débat, voilà ce qu'ont dit les publics, mais surtout, c'est le plus important, enfin un des éléments les plus importants, c'est qu'elle veille à ce que le décideur prenne en compte, prenne en considération, c'est le terme de la Convention d'Aarhus, la parole du public, les enseignements du débat et ses conclusions. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous nous présentez, la Commission nationale du débat public, et ce qu'on connaît par ailleurs comme les conventions citoyennes, par exemple ? Alors, les conventions citoyennes, qui est le terme générique utilisé par les assemblées citoyennes qui ont été organisées au Conseil économique, social et environnemental. Il y avait celle sur la fin de vie, il y avait celle sur le climat. Voilà, sont des assemblées citoyennes tirées au sort. Ouais. Dans un débat, c'est une modalité. C'est un outil. Dans un débat public, on peut utiliser des assemblées citoyennes tirées au sort, mais pas que. En fait, on utilise une multitude de modalités. D'abord parce que nous, on défend le droit de tout le monde. Donc, si on faisait que des assemblées citoyennes, on ne défendrait pas le droit de ceux qui ne sont pas tirés au sort, en quelque sorte. Et surtout, pour toucher des publics variés, il faut multiplier les modalités. Donc, dans un débat public, on multiplie les outils, les modalités pour toucher des publics différents. Dans ce débat public en particulier, on en a fait plus de 200. Donc, vous voyez, il y a énormément d'outils et de modalités. Ce soir, on est une, mais on en fait plein d'autres. Vous étiez déjà venu sur le plateau de Backseat, c'était en décembre d'année, pour nous parler de ce débat public en question qui s'appelle La mer en débat. Il se tient du 20 novembre dernier jusqu'au 26 avril prochain. Pourquoi est-ce que vous avez lancé un débat sur la mer précisément en ce moment ? Alors, il y a un débat public sur la mer parce que le gouvernement prévoit de prendre des décisions extrêmement importantes vers fin 2024 sur l'avenir de la mer et du littoral. Quand je parle de la mer, je parle de la mer
proche des côtes, pas de la Grande Mer. Et ces décisions concernent premièrement la protection des écosystèmes, la protection de la biodiversité, la protection des écosystèmes marins, la protection de l'environnement. Le partage de l'espace, de l'espace maritime avec la cohabitation des usages et l'évolution d'un certain nombre d'activités comme la pêche, le trafic maritime, la conchyliculture, le tourisme, la plaisance. Et aussi le potentiel développement de l'éolien en mer. Le gouvernement envisage de développer l'éolien en mer et ce débat porte aussi là-dessus, sachant que l'éolien en mer vient bouleverser un espace maritime déjà... oui, on en parle beaucoup, effectivement, de ces grands projets, de grands champs éoliens au large des côtes, avec des débats du coup qui sont organisés par la CNDP. Ça va aboutir à quoi, Caroline? Alors déjà, sur ce que vient dire Florence, sur la question de l'éolien en mer, en fait, c'est dans les discours du gouvernement, c'est pas du tout dans une loi, mais il y a quand même quelques chiffres à donner pour comprendre l'ampleur de cette idée de développer l'éolien en mer. En fait, ce que dit le gouvernement, c'est qu'à horizon 2050, on doit déployer 45 gigawatts pour l'éolien en mer. Alors 45 gigawatts, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un ordre de grandeur. Le parc nucléaire français, actuellement, c'est 63 gigawatts. Donc vous voyez, c'est un plan, dans les discours gouvernementaux, c'est quelque chose d'ampleur. Un autre ordre d'idée, c'est l'équivalent de 50 parcs d'éoliennes en mer qui seront le long des côtes françaises à horizon 2050. Ou aussi, pour avoir un autre ordre d'idée, c'est 3000 mâts d'éoliennes. Donc voilà, c'est pour donner... une idée de l'ampleur de ce que ça veut dire 45 gigawatts d'éolien en mer. Mais ce n'est pas le seul sujet. Francis... Il y a quoi d'autre comme sujet sur le sujet de l'éolien en mer? Alors en fait, je reviens juste un petit peu en arrière. On en est au 17e débat qui parle d'éolien dans la mer. Ah oui. Tous les précédents, c'était des débats très limités dans l'espace et dans le temps, avec un projet industriel. Et au fond, ce débat-là est complètement différent. C'est un débat de planification de l'espace maritime dans son ensemble. Et d'autre part, il est de longue portée. 2050. Imaginez-vous dans 30 ans, tous, vous qui êtes là. Donc, une planification, donc c'est une politique publique de l'énergie. Néanmoins, ce débat-là, alors longue portée, on a dit, de vastes espaces, comme Caroline l'a rappelé à l'instant. Mais surtout, il y a un deuxième personnage important dans ce débat, contrairement au précédent, c'est l'état de la mer, l'état écologique de la mer, l'état de l'écosystème marin, avec une ambition de protection d'un certain nombre de ces espaces maritimes. Donc, comme on le voit, c'est 3 dimensions différentes, un changement d'échelle absolument complet. On parle là de planification. Et c'est la première fois que ça se produit. Ça va aboutir à quoi, ce débat, le 26 avril prochain, quand il sera clos, après tous ces mois, après ces centaines d'événements que vous avez organisés? Le but du jeu, c'est que ça aboutisse à quoi? Alors... Pour nous, le but du jeu, c'est que la parole du public soit prise en considération par le décideur. Donc nous, ce que nous faisons et ce que nous allons faire, c'est que nous allons lister l'ensemble des observations du public. Alors, parfois, ce sont des observations collectives, parfois, ce sont des observations individuelles, mais en tout cas, on liste l'ensemble de ces observations, on liste l'ensemble des arguments et des propositions qu'il formule, et on demande aux décideurs d'y répondre, de dire ce qu'il en fait, quelle suite il donne à chacune de ces observations, et il va le faire. Donc nous, ce document sera publié fin juin, et le décideur, tout ça est encadré par la loi, c'est la loi qui le dit. Le décideur, donc le gouvernement aura 3 mois pour répondre, c'est-à-dire 3 mois pour dire quelle suite il donne à chacune de ces observations et de ces propositions qui auront été formulées par le public dans ces mois de débat. D'accord. On en avait parlé lorsqu'on avait évoqué ce débat déjà en décembre dernier. Ce débat, donc je le dis, sera clôturé le 26 avril prochain, mais on a déjà des informations, déjà un rapport d'étape que vous avez produit et que j'ai lu, dans lequel il est souligné la question importante de l'information du public. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où le public est suffisamment informé sur les enjeux maritimes? Ah, Florent. Alors, je ne vais pas répondre à la question. Ce serait bien. Déjà, juste commencer par dire que le débat n'est pas fini. Donc là, ce sont des enseignements provisoires. C'est important de le dire. En fait, on a publié en cours d'étape des enseignements provisoires parce qu'on trouvait intéressant aussi de cranter les choses et de permettre à des publics qui n'ont pas participé ou des publics qui n'ont pas entendu ce qui s'est dit ailleurs de pouvoir rebondir et réagir à ce que d'autres ont dit. Puis on trouvait ça aussi intéressant de commencer à élaborer les conclusions de manière elle-même participative
participative, donc en publiant un rapport d'étape et en permettant à toute personne de réagir, et de critiquer, de compléter, d'argumenter. Et effectivement, dans ce document, le premier renseignement concerne l'information, parce que on a constaté que partout, le public a fait le constat d'un manque d'information, se plaint d'un manque d'information, d'un manque de connaissances sur les sujets maritimes, c'est-à-dire qu'on lui demande de se positionner sur des enjeux importants, majeurs, et le public fait le constat qu'il manque de connaissances sur ces sujets. Mais, parce qu'il y a un mais... Ça, c'est ce qu'on lit assez clairement dans le rapport, effectivement. Le public, spontanément, le dit. C'est-à-dire que c'est à mettre en contraste, et c'est ça qui nous étonne, ce constat du manque d'information avec l'ensemble des études, des travaux, des universités, des scientifiques qui travaillent sur les sujets, des laboratoires, des institutions publiques qui produisent de la connaissance sur ce sujet. Et c'est ce contraste qui nous interpelle entre le constat effectué de manière systématique d'un manque de connaissances ou de non-connaissances, et le foisonnement d'études, de laboratoires, d'universités, d'institutions. C'est-à-dire que la connaissance, elle existe, elle est produite, elle est de qualité, elle est foisonnante, et de l'autre côté, il y a le public qui lui dit j'ai pas d'infos, je sais pas. Comment on interprète ça? Alors nous, on interprète ça que ça veut dire que le public ne parvient pas à avoir accès à la connaissance pertinente et utile pour se positionner sur les différents sujets. Okay. Ça ne veut pas dire que cette connaissance n'existe pas. Ça, je ne sais pas d'ailleurs. Hein. Ça veut simplement dire, en tout cas c'est notre interprétation, que de la même façon que le GIEC fait l'état de l'art, l'état de la connaissance sur le climat, ce qui permet d'avoir une synthèse de cet état de la connaissance et de connaître l'état de fait sur le climat, qui fait l'état de la connaissance, l'état de l'art sur la connaissance sur la mer. Peut-être que c'est un des éléments qui manque. Après, ça soulève aussi d'autres questions. Hein. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir pour décider? C'est la question que j'allais te poser, justement. Les citoyens qui viennent participer à un débat public vont commencer par engranger des connaissances. Ensuite, ils vont restituer et donner leur opinion et formuler des propositions. C'est quoi la bonne connaissance à avoir pour être légitime à parler? Alors tout le monde est légitime à parler dans un débat, c'est comme pour voter, il n'y a pas de contrôle des connaissances pour voter, donc il y en a encore moins pour débattre, et dans un débat justement on enrichit ses connaissances. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour rentrer dans un débat. Dans un débat on prend les gens comme ils sont, même si on essaye de leur apporter de la connaissance, de l'éclairage. Après ça soulève plein de questions presque un peu... j'ai envie de dire philosophique, c'est-à-dire à quel moment est-ce que l'on sait suffisamment pour décider, qu'est-ce qu'il faut savoir pour décider, à quel moment il faut savoir quoi pour décider de quoi et quand, ce qui est un peu le rôle le propre de la planification. Donc ça soulève un certain nombre de questions, ça soulève aussi un certain nombre de questions sur quelles sont les sciences qui permettent l'éclairage, est-ce qu'il n'y a que les sciences dures d'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi les sciences sociales, et surtout la question aussi de la connaissance issue de la pratique du terrain. Que faire de ceux qui ont la connaissance pratique? Je pense par exemple aux pêcheurs, aux conchiliculteurs, enfin à tous ceux qui pratiquent la mer, qui ont accès à une connaissance de terrain. Est-elle suffisamment utilisée? Permet-elle à ce stade d'apporter un éclairage au débat? L'autre tension qui est mise en exergue dans votre rapport d'étape, c'est sur la lutte contre le changement climatique et pour la protection de la biodiversité. À quel moment est-ce qu'il est sain de développer l'éolien en mer? On a combien de temps pour réfléchir à la réponse? En fait, je me doute, je te lance cette question-là, alors que en fait, c'est la question qui est au centre du débat sur l'éolien en mer. C'est une question qui concerne principalement la maîtrise d'ouvrage. C'est quand même le porteur. C'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, c'est l'État qui saisit la CNDP pour ce débat public. Donc c'est une question de l'État, effectivement. L'État dit, pas la CNDP, pas nous, l'État dit dans le dossier qu'il a construit pour ce débat public, l'État dit il y a urgence, tout simplement pour assurer les besoins en électricité d'ici 10 ou 20 ans. Voilà. Et au-delà, évidemment. Donc oui, il y a urgence, dit l'État. Donc nous, on présente ça au public, et le public peut débattre effectivement de l'opportunité de cette urgence ou pas. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, le public? Qu'est-ce qui ressort de ces discussions avec le public sur l'éolien en mer, Francis? Alors, on a toute une gamme de réponses. Il y a une partie du public qui va dire est-ce bien nécessaire de mettre autant
d'éoliennes dans la mer, de mettre autant la mer à contribution, si je puis dire. Est-ce bien nécessaire? Donc il y a une espèce de discussion qui porte sur la répartition des façons de produire de l'électricité. Une deuxième question qui est montée au fil des débats publics et qui est vraiment présente là, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de la sobriété, c'est-à-dire des changements de comportement plus économes en consommation d'électricité. Et puis, il y a d'autres sujets vraiment qui portent directement sur l'aménagement de la mer. Qu'est-ce que ces éoliennes vont transformer dans la façon de pratiquer la mer? Et qu'est-ce qu'elles vont changer d'ailleurs dans l'écosystème marin lui-même? Oui. Donc ces questions viennent. Et là, tout à l'heure, on disait 2050, c'est une question de prospective. Et y compris une question de prospective pour la recherche elle-même. Parce que tout à l'heure, on disait foisonnement d'études. Beaucoup de ces études sont juxtaposées. Peut-être le public dit, mais vous nous parlez de l'écosystème, comment nous, public, nous pouvons relier entre elles des connaissances très fines, très précises, sur des sujets très pointus? Nous n'avons pas de vision globale. Et je pense que le politique est devant le même sujet. La connaissance utile, c'est une connaissance qui met en réseau tout un tas d'apports scientifiques. Et donc là, on voit bien que les publics sont capables de mettre le doigt sur ces questions. Alors, ce qui revient sur la mer, c'est il y a déjà des usagers dans la mer. Les usagers de la mer, c'est la flore et la faune aussi. Pas seulement les pêcheurs, on va les rajouter, les extracteurs de granulats, les plaisanciers. Et donc, il y a toute une organisation spatiale et sociale en même temps de la mer. Donc, quand on rajoute cette quantité énorme de parcs éoliens, la question de la prospective de la recherche, là, est posée. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec un parc par-ci, par-là, par rapport à ce projet énorme? Donc là, les gens sont capables de faire sortir ces questions-là. Est-ce que ça vous étonne, cette tension qui existe entre protection du climat d'un côté, il faut des éoliennes, et protection de la biodiversité de l'autre côté, il faut protéger les écosystèmes marins? Alors, ça nous étonne, non, parce qu'on le revoit aussi dans d'autres débats publics. Alors, c'est une tension qui n'existe peut-être pas du point de vue scientifique. Intéressant. On en parlait avec Francis avant, et puis d'ailleurs, peut-être que Sylvie ne trouvera pas que cette tension existe, Sylvie Dufour. Qu'on recevra tout à l'heure. Je pense d'ailleurs qu'elle ne trouvera pas que cette tension existe, mais c'est une tension politique parce que pour répondre à ces enjeux, parfois il y a des paramètres qui peuvent avoir plus d'impact sur un autre domaine. Et typiquement, c'est le cas ici. Si pour lutter contre le changement climatique, on développe l'éolien en mer, ça va avoir un impact sur la biodiversité locale. Un autre sujet qui est mis en exergue par votre rapport, c'est la question de la pêche. Tu en as parlé rapidement, la question de la pêche et des marins-pêcheurs vient rajouter à ces questionnements et à ces débats la question sociale. Alors, Caroline. En ce qui concerne la pêche, donc vous avez compris, ce débat, il parle de partage de la mer. Et en fait, les pêcheurs, c'est un acteur important, bien sûr, puisque ce sont des travailleurs de la mer. Et le monde de la pêche, aujourd'hui, il est confronté à de très nombreux défis. Alors déjà, parlons de l'ampleur. Pour certains territoires comme la Bretagne, c'est une activité qui est très structurante. On pense à la culture des criées. Il y a 20 000 emplois à terre qui dépendent des pêcheurs. 20 000. Oui, 20 000. Il y a toute une économie, en fait. Il y a la pêche, mais il y a tout ce qui vient après la pêche, toute la transformation. Il y a aussi une importance culturelle à la pêche. Peut-être pour ceux qui aiment lire, on est nombreux à avoir lu Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Peut-être que ça parle aux gens qui sont littéraires. Dans notre imaginaire culturel, la pêche, elle a une place importante. Et ça, c'est pour toutes ces raisons, c'est un acteur important. Et le contexte de la pêche aujourd'hui, il est compliqué parce qu'il y a eu le Brexit, parce qu'il y a un prix du gasoil qui est élevé, parce qu'il y a cette question d'encombrement de la mer. Avec les pêcheurs disent, il y a de plus en plus d'activités en mer et nous, est-ce qu'on ne va pas nous sortir de la mer ? Il y a aussi le contexte de la crise de l'agriculture en janvier-février qui était très importante. Absolument, j'allais faire le lien sur l'augmentation du gazole dont tu as parlé. C'est effectivement quelque chose qui a été très criant en France au début de l'année. Exactement. Et puis, il y a eu une autre crise, c'est peut-être, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en février, en fait, il y a eu une interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne. Et donc, les pêcheurs du golfe de Gascogne n'ont pas pu sortir. Donc, c'est un contexte qui est très particulier. Ce que le public a pu comprendre, restons dans les connaissances, le monde de la pêche, en fait, il est très complexe. Parce qu'il y a différentes techniques de pêche. En fait, il y a au moins 20 techniques de pêche. Et quand on pêche à la ligne, dans des petits bateaux près des côtes, des poissons qui coûtent cher, ce n'est pas du tout la même chose que de pêcher au large avec des chaluts qui ramassent tout ce qui est ramassé. Il
Il y a aussi des zones du chalutage en eau profonde là. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai bien il y a également des zones de pêche qui sont plus ou moins éloignées, plus ou moins loin. Et les bateaux sont plus ou moins grands. Ils sortent parfois pour quelques heures, parfois pour plusieurs journées. Bref, c'est un monde qui est vraiment multiple. Et donc ça, les participants au débat, en fait, ils appréhendent la complexité de ce monde. C'est un monde aussi où la représentation des pêcheurs est assez compliquée. En fait, on a des représentants de pêcheurs qui nous ont beaucoup aidés à faire comprendre le monde de la pêche, notamment les pêcheurs. J'allais vous demander, il y a des organisations syndicales aussi avec lesquelles vous avez échangé, des organisations professionnelles. Vous ne discutez pas qu'avec le tout venant des citoyens. Vous faites aussi des consultations très précises sur des corporations de métiers, sur des professionnels. Ils ont la parole, ils ont le droit de donner leur point de vue, mais nous sommes là pour que les participants, c'est-à-dire le grand public, vous ou moi, on puisse donner une contribution. Pour finir, ce qui ressort du débat, là, les participants ont pu comprendre la complexité de ce monde. Ce qui ressort du débat, il y a à nouveau le problème de la connaissance. Parce que, par exemple, avec le réchauffement climatique, il y a des espèces qui migrent vers le nord. Lesquelles exactement, dans quel volume, c'est compliqué. Il y a d'autres espèces, là, notamment en Méditerranée, où la taille des poissons baisse. Il y a des espèces qui disparaissent. Donc, il y a ce problème de connaissance, en fait, qui est difficile à vraiment appréhender. Ensuite, il y a une autre question, par exemple, sur l'implantation des parcs d'éoliennes. Il y a un parc d'éoliennes qui rentre en ce moment en marche au large de Saint-Brieuc. Au large de Saint-Brieuc. Au large de Saint-Brieuc. Et certaines personnes disent il y a plus de coquilles Saint-Jacques qu'avant et les pêcheurs en fait peuvent sortir plus de coquilles Saint-Jacques de l'eau qu'avant et inversement. Et ça, on fait le lien avec le champ éolien ? Oui. C'est prouvé ? Le champ éolien donne plus de coquilles Saint-Jacques à Saint-Brieuc ? C'est trop bien. En tout cas, c'est ce que disent, tant mieux. Mais inversement, d'autres disent au contraire, ça a tué la biodiversité. Ouais. Donc voilà, il y a des questions comme ça qui se posent. Ensuite, ce qui ressort du débat sur les zones de protection de la biodiversité, est-ce qu'il faut absolument exclure toute zone de pêche, toute forme de pêche, ou au contraire, est-ce qu'il faut en permettre certaines ? Globalement, on a entendu par les participants une forte critique sur le chalutage de fond. Et puis, pour finir, les pêcheurs bretons ont donné des cartes qui montrent pour eux les zones d'intérêt prioritaire de la pêche. Et ces zones, en fait, elles se télescopent avec les zones que l'État veut engager pour la construction d'éoliennes. Donc là, il y a une tension. Il y a une forte tension là, à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Il y a aussi une question qui est posée et qui est mise en exergue par le débat que vous avez organisé sur la mer et qui continue, je rappelle, jusqu'au 26 avril prochain. C'est la question de la gouvernance. Ouais. Elle appartient à qui, la mer ? Qui est-ce qui la gère ? Qui est-ce qui a autorité pour décider ? Alors, bonne question. Aujourd'hui, c'est le décideur en termes de planification maritime, c'est l'État. Et justement, dans le débat, le terme de la gouvernance est apparu assez rapidement et s'est un peu imposé sur qui décide dans la mer, et notamment la place des collectivités territoriales, la place des élus locaux du littoral. Mais pas que, la place des scientifiques, la place du public, la place des femmes aussi. Le monde maritime n'est pas un monde extrêmement féminin. Enfin, tous ces sujets sont apparus dans le débat et ont questionné effectivement la gouvernance de la mer. Qui décide de la mer, qui aujourd'hui, c'est souvent reproché que seul l'État décide de la mer. D'accord. On va continuer à discuter, les amis, sur ce débat organisé par la CNDP, la Commission nationale du débat public sur la mer, mais on va en parler également avec des scientifiques qui ont participé à ces différents travaux. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sylvie Dufour. Sylvie Dufour qui nous rejoint. Bonsoir Sylvie, tu es biologiste, tu es directrice de recherche au CNRS et on t'avait déjà reçu avec grand plaisir en décembre dernier pour parler de ce débat. Merci d'être avec nous à nouveau Sylvie. Oui, bonsoir. C'était vraiment un plaisir en décembre de connaître Twitch et toute l'assistance. Donc je suis contente de revenir. Eh bien écoute, on est très content de t'accueillir à nouveau. On est également avec Brice Trouillet qui est en visio avec nous. Brice Trouillet qui est géographe spécialisé dans le domaine maritime, professeur à Nantes Université. Il fait également partie du comité scientifique mis en place par la CNDP pour ce débat sur la mer et il est membre d'un laboratoire de recherche de 3 universités et du CNRS. Bonsoir Brice. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Impeccable, merci Brice, on t'entend très bien. Brice, raconte-nous comment est-ce que vous, scientifiques, vous avez bossé sur ce débat ? Alors moi, à titre personnel, j'ai été engagé à différents niveaux, je suis encore engagé à différents niveaux dans ce débat.
Le premier niveau, c'est tout simplement, comme vous l'avez un peu dit, j'accompagne autant que je peux la CNDP dans ce débat, en relisant des documents, en donnant des conseils et puis en participant à un certain nombre d'événements. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à la demande de la CNDP, je contribue à un certain nombre d'exercices ou de recherches qui sont menés ou supportés ou qui prennent corps dans le cadre de ce débat. Donc la fresque de l'espace maritime ou encore un exercice à la fois en ligne et qui a donné lieu à des exercices pratiques en groupe, en présentiel, sur les préférences spatiales de localisation des éoliennes. Et puis un autre projet, alors pour le coup qui n'est pas un projet à la demande de la CNDP, mais plutôt avec des partenaires que sont les comités de pêche, justement pour produire un certain nombre d'éléments cartographiques, notamment sur les zones d'importance à la pêche. Et puis j'ai un dernier rôle qui est un rôle plus transversal lié à mon activité de chercheur, qui est un rôle simplement d'observation, parce que finalement c'est un matériau extrêmement intéressant, ce débat public, ce premier grand débat national finalement sur la mer. Sylvie, pourquoi est-ce que c'est important de dépasser le cadre scientifique sur ces questions et d'aller parler aux gens ? Oui. Moi-même, je suis au CNRS, comme tu as dit, mais je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Et comme tous les chercheurs du muséum, on a vraiment à cœur cette question de la diffusion des connaissances envers tous les publics. Parce que, comme on dit, il y a beaucoup de données, mais la connaissance scientifique, c'est ce qu'on pourrait appeler la culture scientifique, la culture générale scientifique. C'est quand même quelque chose qui manque toujours énormément à tous les âges de la vie. Et je pense que ce débat, ce qui est d'intéressant, je trouve que ça, les gens disent on n'a pas assez de données, mais justement, pas assez de connaissances, je pense que beaucoup de gens vont avoir acquis, chercher des connaissances scientifiques sur l'océan, la mer, qui souvent est quelque chose de lointain, de vague, de très peu connu. Pourquoi c'est important pour vous que ce débat il ait lieu ? Parce qu'après tout, vous êtes scientifique, on pourrait se dire les scientifiques, ils travaillent avec leurs données, ils créent de la connaissance scientifique, ils n'ont pas besoin que les gens se réunissent dans des salles pour discuter. Mais disons que l'océan, la mer, c'est quelque chose qui touche vraiment, qui nous touche, comme on en a parlé localement, mais qui est aussi un exemple de... Il y a beaucoup de discussions sur le terme, mais d'un bien commun de l'humanité. Et ça rejoint des questions vraiment essentielles pour l'ensemble des pays et des peuples. Brice, c'est quoi pour vous la place des scientifiques dans le débat démocratique ? Est-ce qu'on doit les écouter religieusement ? Est-ce qu'on doit les critiquer ? Qu'est-ce qu'on doit en faire des scientifiques ? On doit un petit peu, sans doute, j'imagine, les écouter. On doit aussi, évidemment, les critiquer. La critique est toujours importante, nécessaire, même dans l'exercice du débat, et en particulier dans un cadre démocratique. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs rôles qui viennent s'enchevêtrer. Il y a évidemment un rôle de fourniture de connaissances, un rôle peut-être d'interprétation aussi de ces connaissances, parce que comme ça a été signalé à l'instant par Sylvie, finalement, quand on a des connaissances, mais si on sait mal les utiliser, mal les comprendre, eh bien on peut être un peu gêné finalement pour convenablement les comprendre et les utiliser dans le cadre d'un débat. Donc toute cette culture scientifique, elle est évidemment très importante, et là aussi, en tant que scientifique, on peut, dans un débat comme celui-ci, modestement et dans le temps du débat qui est très contraint, finalement, contribuer à améliorer la culture scientifique des différents types de populations qui vont y participer. Je dirais que le rôle du scientifique ou des scientifiques de façon générale, moi j'inclus évidemment les scientifiques des sciences humaines et sociales, dont d'ailleurs je fais partie, et scientifiques de ce champ des sciences humaines et sociales, qui généralement travaillent beaucoup avec les acteurs, travaillent beaucoup avec ou travaillent sur, d'une certaine façon. Ça fait partie des matériaux finalement qu'on va exploiter. On va chercher à comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne la décision, comment se déroulent les interactions entre les acteurs. Et on a aussi besoin finalement d'avoir des éclairages de cette nature, et pas uniquement, même si c'est évidemment essentiel, d'avoir des données sur le fonctionnement des milieux et tous les enjeux qui peuvent être liés à ça. Alors peut-être que je peux ajouter aussi, c'est que évidemment, puisque la question a été posée tout à l'heure, c'est pas aux scientifiques de décider. Je dis ça parce que j'ai eu des questions à l'occasion du débat. En gros, les questions notamment de journalistes, c'était bon, alors vous êtes scientifique, vous savez où se déroulent les activités, en gros, où est-ce qu'il faut mettre les éoliennes d'après vous? Alors c'est évidemment pas aux scientifiques de décider, hein. On a certes des connaissances, mais il y a un moment, il faut comprendre que ces décisions, elles se font sur la base de connaissances scientifiques, sur la base de connaissances expertes aussi, qu'il faut justement arriver à agréger.
Et puis finalement, c'est de la décision, donc ça prend de l'humain de façon générale. C'est pas un algorithme qui va décider concrètement où est-ce qu'on va mettre les éoliennes, et si d'ailleurs on doit mettre des éoliennes. Ça procède d'un choix de société qui est éclairé sous différents regards et avec différentes formes de savoir qu'il faut arriver à mobiliser. Voilà. Sylvie, il y a quelqu'un dans le chat qui posait la question, est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui existent déjà pour proposer une éolienne qui soit neutre sur la biodiversité? La question de la technologie, la question du technosolutionnisme. Technosolutionnisme, de façon générale, on entend en ce moment beaucoup de propositions sur l'océan. Mais là, j'aimerais mieux qu'on parle de cette biodiversité déjà. Alors parlons de cette biodiversité. Tu as entendu tout à l'heure, on a parlé de la tension qui peut exister entre sauver la planète, sauver la biodiversité. Alors, sauver l'océan, sauver la biodiversité. Il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe en ce moment pour l'océan. C'est ce que tu as commencé à dire. L'océan, donc, il est soumis à une pression, à plusieurs pressions énormes, et l'océan est toute la vie qu'il abrite. Il faut se rappeler que l'origine de la vie, notre origine, ça a été l'océan, il y a plusieurs milliards d'années. La vie s'est diversifiée pendant plusieurs milliards d'années avant de sortir sur Terre. Et on a une richesse, une originalité de tout ce qui vit dans la mer, avec des groupes qui sont certains exclusivement marins. Donc ça, c'est une richesse énorme. Une richesse on a parlé beaucoup de la pêche, on a parlé aussi des pratiques culturelles. Il y a tout cela qui est quelque chose qu'on doit donner en héritage aux générations futures. Il faut avoir ça en tête. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'océan et la biodiversité qu'il abrite sont soumis à des pressions multiples extrêmement fortes et qui s'amplifient. Il y a celle du changement climatique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le changement climatique, c'est dû à l'émission des gaz à effet de serre par les activités humaines, ce qui fait donc ce système de serre qui entraîne le réchauffement. Et l'océan, il a absorbé jusqu'à présent plus de 90% de l'excès de chaleur. Donc, c'est énorme. Et sans cette absorption par l'océan, on aurait déjà énormément plus chaud qu'aujourd'hui par rapport aux modélisations. Mais ce n'est pas sans impact du tout sur cette vie qui est dans l'océan, parce que ça a réchauffé. Et tous les organismes végétaux, animaux qui y vivent, à part ceux qui régulent leur température, c'est-à-dire oiseaux et mammifères comme nous, tous les autres, ils ne régulent rien. Donc, ils sont directement impactés par cette augmentation de chaleur, à tous les stades de leur vie, depuis l'œuf, le développement, la physiologie, les migrations. D'accord. Donc, c'est pour ça, quand tu disais que je n'allais pas être totalement dans cette opposition changement climatique, traiter le changement climatique, protéger la biodiversité, parce que de toute façon, si on ne traite pas, si on ralentit pas ce qui se passe en ce moment avec ce changement climatique, la biodiversité, en particulier océanique, va être de toute façon extrêmement impactée. Et puis après, c'est tous les autres facteurs qu'il y a dessus. Le deuxième grand impact sur la biodiversité marine, c'est la surpêche. Alors là, on ne parle pas justement des petites pêches locales, artisanales, qui ont tout cet intérêt, ce savoir et puis ces relations avec les autres activités culturelles, gastronomiques qui vont avec. On parle vraiment des pêches industrielles qui, des fois, se rapprochent dangereusement des côtes aussi. Donc ça, c'est un des grands facteurs. L'autre, c'est toutes les pollutions, donc qui viennent aussi à nouveau de toutes nos activités agricoles, industrielles, pharmaceutiques, des pesticides, herbicides. On a vu ce qui se passe en ce moment avec les changements de position par rapport à ces réglementations. Tous ces produits sont lessivés, vont dans les rivières, les estuaires et finissent dans l'océan. Et affectent la vie marine, parce qu'on a... Donc c'est la terre qui salit la mer. Énormément. Alors il y a des pollutions locales, par exemple quand il y a une grande catastrophe de pétrolier. Oui. Mais globalement, la majorité des pollutions, elles viennent des activités sur les continents. Et alors là, c'est quelque chose comme ça qui me tient quand même énormément à cœur, c'est que tous ces effets qu'on a du changement climatique, des polluants, aussi de la dégradation des habitats et tout cela, marins comme terrestres, avec cet océan qui a un côté global. Donc ce qu'on fait par nos activités locales ont des répercussions globales. Donc les solutions qu'on doit trouver, qu'on doit réfléchir, on doit les penser à notre niveau régional, mais aussi avec toutes les conséquences que ça a sur l'océan et ses mers dans leur ensemble. Brice, c'est une responsabilité vraiment importante. Florent, tu veux intervenir ? Non, je voudrais juste appuyer sur ce que vient de dire Sylvie, parce que c'est extrêmement important ce qu'elle vient de dire. Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, la mer est plus sensible que la Terre au réchauffement climatique, parce que les animaux marins sont plus sensibles
parce que la plupart d'entre eux ne régulent pas leur température. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent. Ou ils meurent. Ou ils meurent. Par exemple, les récifs coralliens, il y a 30% de la grande barrière de corail d'Australie qui meurt. Parce qu'elle ne peut pas bouger. Et les récifs coralliens, ce n'est pas simplement beau pour le touriste qui va plonger. Non, c'est important pour l'ensemble de l'écosystème. La majorité des espèces, si on reprend à nouveau en mer, elles sont dans les récifs coralliens. Et toutes les sociétés des petits pêcheurs tropicaux en dépendent. Florent. Et l'autre chose qui me semble important, que Sylvie a rappelé en effet, c'est la question de la pollution terrestre. C'est-à-dire, tout ce qui va dans l'eau finit dans la mer. Tout. Alors, comme vous le savez, et c'est un vrai sujet dans le débat, pour protéger la biodiversité, le gouvernement souhaite développer des zones de protection fortes, entre 5 et 1%, 5% Méditerranée et 1% dans la Manche et mer du Nord et 3% d'Atlantique de surface qui sera en zone de protection forte, ce qui évidemment est débattu dans le débat à plein de niveaux, mais souvent il est rappelé que si le problème vient de la Terre, c'est aussi à ce sujet-là qu'il faudrait s'intéresser en priorité pour atteindre le bon état écologique. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « J'ai entendu dire que le changement climatique faisait que les poissons se faisaient remplacer par des méduses. » Est-ce que c'est vrai? Alors, il y a tout... On dit on a beaucoup de connaissances scientifiques, mais en fait, on est face à des phénomènes très nouveaux et on n'a pas non plus toutes les connaissances pour répondre à tout. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les perturbations des écosystèmes, mais qui sont dues au changement climatique et aussi aux surpêches. Et on a ce qu'on appelle des prédateurs qui sont pêchés, donc qui n'ont plus leur rôle de se nourrir, par exemple, de méduses qui, elles, vont proliférer. Et en plus, avec la chaleur, pourraient proliférer davantage. Donc, il y a beaucoup de conséquences comme ça en chaîne qu'on ne peut pas prédire immédiatement, qui doivent être étudiées aussi. Brice, tu as réalisé un questionnaire pour participer au débat, un questionnaire qu'on peut retrouver en ligne. D'ailleurs, vous l'avez dans le chat et vous l'avez en description de la vidéo sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors je n'ai pas été tout seul à le concevoir et puis il a été effectivement conçu aussi en relation avec la CNDP. Donc dans ce questionnaire, en fait, on soumet les différents répondants à des choix successifs qui vont mélanger un certain nombre de critères de localisation de parcs éoliens. Donc parmi les critères, il y a par exemple celui de la proximité avec 3 variables, donc des parcs éoliens qui seraient proches des côtes, éloignés ou alors dans une situation intermédiaire. Il y a aussi la question de la superposition éventuelle avec soit d'autres activités, soit des enjeux environnementaux à préserver. Il y a aussi la question de ce qu'on appelle le contenu local dans le jargon technique, à savoir est-ce qu'on souhaite que les éoliennes soient produites, en tout cas mobilisent des emplois locaux ou des emplois à l'échelle nationale ou des emplois à l'extérieur du pays, donc que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. Alors je parle des emplois, mais ça peut être aussi les matériaux et même tout simplement les éoliennes en tant que telles. Voilà, donc on a différents critères de cette nature-là et puis on demande aux répondants de faire des choix en les hiérarchisant et en multipliant les angles de vue sur les différents choix possibles. On arrive, en tout cas c'est ce qu'on espère faire pour la fin de ce débat. On espère pouvoir donner des réponses statistiquement robustes sur les préférences de localisation des différents répondants, quelle que soit la façade d'ailleurs, sur la façade maritime sur laquelle les répondants s'expriment ou vivent d'ailleurs, ou qu'ils peuvent avoir en tête au moment où ils répondent au questionnaire. Il y a quelque chose de très intéressant dans la place de la connaissance scientifique que vous avez donnée dans ce débat, c'est que vous n'avez pas mis en concurrence, au contraire, vous avez fait se rencontrer l'expertise scientifique et l'expertise des habitants, l'expertise d'usage, l'expertise sociale, appelez ça comme vous voulez. C'est assez intéressant. Pourquoi vous avez fait ça comme ça, Florent ? Alors, on fait toujours ça, en règle générale. C'est vrai qu'on l'a fait particulièrement sur ce débat, puisqu'il y a eu beaucoup de débats sur l'éolien en mer, que la mer est un espace moins connu que la Terre, et que tous les débats précédents sur l'éolien en mer ont toujours conclu à un manque de connaissances. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État avait créé l'Observatoire de l'éolien en mer en 2022. Donc on s'attendait à ça, c'est pour ça qu'on a mis en place et qu'on a été suivi par un certain nombre de scientifiques depuis le début, et que Brice l'a très bien dit, ils apportent des éclairages, mais la connaissance elle est multiple et les points de vue sont multiples, et c'est l'ensemble de ces points de vue qui apportent des éclairages intéressants.
On va continuer à échanger sur ce débat, mais on va regarder une petite vidéo qu'a préparée la CNDP. 4 mois de débat, plus de 200 événements, ça en fait des débats. On va écouter un petit peu celles et ceux qui y ont participé à ces débats sur la mer. On écoute des petits extraits, on en discute juste après. Donc je suis Julien, je suis venu pour participer au débat sur la mer et pour en apprendre un peu plus. Et j'habite pas auprès de la mer, donc du coup c'est ça qui est intéressant pour moi. En fait c'est l'idée de s'investir et de se dire que tous ensemble on peut réussir à faire évoluer les choses. En fait c'est la vision de la mer. Je suis venue déjà parce que j'en ai eu l'opportunité et puis que j'avais envie de m'enrichir et d'apprendre davantage sur ce sujet qui est quand même un enjeu majeur actuellement. Et puis ça permet de donner son avis et de savoir qu'on est entendu, donc c'est toujours cool. Yannick Van Poel, à la retraite, ancien enseignant d'éducation physique et moniteur de voile. Je suis parti du parti Les écologistes et de Greenpeace. Au niveau politique, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait de ce débat, mais il y avait des enjeux de connaissance et des enjeux de s'approprier un débat en cours qui est vraiment important. J'ai trouvé que le degré d'information des participants était très disparate. Et au niveau connaissance, les tableaux qui sont proposés sont très didactiques et très intéressants. Les débats en eux-mêmes, ils reflètent, je vais le dire comme ça, ils reflètent la méconnaissance de l'ensemble de la population. C'est intéressant ces extraits qu'on vient d'entendre, ces témoignages. Le premier témoigne en disant qu'il participe au débat sur la mer, mais qu'il n'habite pas à côté de la mer. Oui. Il y en a beaucoup comme ça qui ont fait ça ? Alors, il y en a beaucoup. On n'a pas encore exploité l'ensemble des données numériques, donc je ne suis pas en capacité aujourd'hui de répondre totalement à cette question. En revanche, on a fait par exemple le 16 mars une assemblée multisite, c'est-à-dire qu'on a fait pour le coup une assemblée citoyenne. Ouais, d'accord. Mais sur plusieurs endroits. Voilà, mais sur plusieurs endroits. Vachement mieux que la Convention Elle était à la fois, il y avait 80 personnes à Rouen, 80 personnes à Rennes, 80 personnes à Bordeaux et 80 personnes à Marseille. Qu'on travaillait toute la journée sur la même chose, qu'on répondait aux mêmes questions, et l'objectif c'était de comparer les résultats. Et il y avait aussi une assemblée à Lyon. Sur la mer. Sur la mer. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, à partir du moment où, comme on l'a dit tout à l'heure, l'état écologique de la mer est dû à notre mode de vie, à nous, sur Terre, il n'y a pas de raison de ne pas inclure ceux qui ne sont pas sur le littoral dans le débat, puisqu'ils sont en tout cas en partie, ils participent à la dégradation environnementale de la mer. La seconde raison, c'est que si l'éolien en mer est développé, c'est pour alimenter l'électricité de tout le secteur. Donc c'est aussi pour alimenter l'électricité des Lyonnais. Ouais. Et puis après, il y a beaucoup d'autres raisons. Et une des raisons, c'est qu'il y a des tensions territoriales aussi dans le débat. Ne serait-ce par rapport aux éoliennes en mer. Dans la plupart des territoires, le long des côtes, le public souhaite souvent que les éoliennes soient éloignées pour ne pas les voir. L'importance du paysage est quelque chose d'extrêmement important. Ça peut avoir des répercussions sur les coûts. Comment seront répercutés ces coûts ? Est-ce que des personnes qui ne sont pas sur le littoral sont prêts à payer par exemple plus cher leur électricité? Ce sont des éléments du débat, des éléments de répartition territoriale, de justice territoriale, qui fait que oui, effectivement, on a essayé d'impliquer tout le monde dans ce débat puisque tout le monde est concerné. La deuxième personne qui témoigne dans cette vidéo parle de s'informer en même temps que donner son avis. C'est quoi un petit peu qu'est-ce qui poussait les gens à venir participer à ces débats ? Caroline Francis ? Je crois l'intérêt pour le sujet, la curiosité, l'envie d'apprendre des choses et aussi l'envie de placer sa bille, si je puis dire vulgairement, dans un débat qui concerne absolument tout le monde. Ce qu'on a vu quand on a fait cette sorte de convention citoyenne dont vient de parler Florent, à Lyon, par exemple, les gens sont très, très éloignés des littoraux. Ils se sont emparés absolument de tous les sujets de ce débat public sur la mer. Donc on voit bien que là, la notion de bien commun, comme tu disais Sylvie tout à l'heure, la notion de la mer comme bien commun, c'est quelque chose qui dépasse en fait les communes littorales. Voilà, ça concerne tout le monde et je pense qu'il y a une curiosité, une appétence aussi pour ce genre d'expression démocratique. Caroline ? Je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, pour que différents publics participent au débat, on propose de multiples manières de participer au débat. Et je pense qu'il y a certaines personnes, notamment parmi les jeunes, qui ont été attirés par des formes qu'on proposait, par exemple. Je ne sais pas si on va en parler, mais on peut pas... Vas-y, dis-nous les formes différentes que ça a pris. J'ai dit 200 événements... Alors, par exemple, donc on a fait, le long du littoral français, il y a eu des escales, en fait, dans des bassins de vie ou dans des grandes villes. Alors, par exemple, on va prendre un exemple, il y a eu une escale à Marseille en décembre.
Mais voilà ce qu'on a fait pour attirer différents types de populations. Un événement phare, c'est que dans le port de Marseille, on a affrété 12 petits voiliers avec des jeunes qui étaient en service civique et des habitants de Marseille. Donc, il y avait à peu près une centaine de personnes. Ouais. Et on est parti naviguer pendant 2 heures pour regarder, en fait, Marseille de la mer avec des thèmes précis. Donc, on voulait voir ce que ça voulait dire. On voyait le parc des Calanques. Qu'est-ce que ça veut dire protéger? Qu'est-ce que c'est que le parc des Calanques à protéger? Il y a d'autres endroits où on voyait tous les croisiéristes, tous les énormes bateaux de croisière. Qu'est-ce que ça signifie dans l'espace? Donc ça, on l'a regardé. Il y avait aussi les problèmes de pollution. On a beaucoup parlé des problèmes de pollution. Et quand on est dans la rade de Marseille, on voit bien cette pollution qui vient de la Terre. En fait, c'est 80% de la pollution de la mer qui vient de la Terre. Donc, on a commencé à regarder pendant 2 heures. D'ailleurs, il faisait très mauvais temps. On a eu très mal au cœur. Mais après, bon, on est rentré. Et après, on a des techniques pour recueillir la parole des participants. Donc, comme c'était des personnes parfois qui venaient... pour qui c'était... Parfois, c'est compliqué de parler, de dire ce qu'on veut. On n'est pas tous capables de parler. Non, c'est sûr, c'est pas évident pour tout le monde. Prendre la prise de parole en public, c'est pas. Exactement. Pas facile. Et donc, nous, on a plein de techniques, justement, pour mettre les gens à l'aise et qui disent ce qu'ils pensent, par exemple, du lien terre-mer. Ce qu'ils pensent des croisières. Est-ce que tout le monde doit faire des croisières et débarquer à Marseille ou au contraire non? Donc on a des tas de techniques. Et dans cette escale à Marseille, donc il y a eu ça. Il y a eu aussi un soir, il y a eu des cafés, des cafés scientifiques organisés avec l'université d'Aix-Marseille. À chaque fois, il y avait plus de 100 personnes et ça tournait autour de la protection de la Méditerranée. Donc il y a eu 3 thèmes. Il y a eu aussi des représentants de l'État qui, par exemple, qui expliquaient où est-ce qu'il y aurait des éoliennes flottantes peut-être, etc. Il y a eu aussi un débat après un documentaire qui a été présenté et le réalisateur était là autour à nouveau de la protection de la mer Méditerranée et les gens ont pu échanger. Il y a eu plein d'autres modalités, mais tout ça pour montrer qu'on essaye le plus possible, là, dans ce cadre de débat de planification, d'aller vers des populations jeunes, parce que quand on parle de l'avenir de la mer dans 30 ans, c'est pas les gens de 70 ou 80 ans aujourd'hui, c'est plus les personnes qui ont 20 ans qui sont concernées. La troisième personne qu'on a vu témoigner dans cette courte vidéo est une personne très... militante, il le dit lui-même, militant écolo, militant chez Greenpeace. Est-ce que c'est pas un risque parfois, quand on organise des débats publics, de n'attirer que des personnes déjà mobilisées sur le sujet? Florent? Alors d'abord, dans un débat, c'est comme dans la société, il y a tout. Il y a des gens qui sont militants, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont de la connaissance et il y en a qui ne l'ont pas. L'important, c'est le partage, hein, donc c'est l'objet de la délibération. Alors, nous avons précisément, si nous multiplions les modalités, c'est précisément pour toucher des publics variés, puisque chaque modalité rencontre un type de public différent. Si vous faites des outils en ligne, quand on vient ici, quand on fait des réunions publiques classiques, on va plutôt toucher des acteurs. Quand on fait des débats mobiles, on va rencontrer des personnes de manière aléatoire. Et enfin, ça dépend où est-ce qu'on va d'ailleurs, si on peut parfaitement cibler des différents types de publics. Mais on fait aussi des théâtres-forums, des croisières-débats, des ateliers cartographiques, parfois avec des étudiants. Enfin, on multiplie les modalités. Chaque modalité touche un public varié, puisque pour toucher des publics variés, il faut faire une offre dont dépend ses usages. Si vous êtes dans une zone blanche et que vous faites un webinaire, vous n'allez pas avoir beaucoup de monde. Si vous proposez une réunion publique classique, vous allez plutôt avoir les personnes motivées. Si vous touchez le grand public, vous allez utiliser soit du débat mobile, soit du tirage au sort, soit des outils, avec des outils d'appel par exemple. Enfin, tu peux peut-être dire ce que c'est qu'un débat mobile? Ça, c'est les débats mouvants? C'est les trucs qu'on bouge dans l'espace en fonction de si on est d'accord ou pas d'accord, c'est ça? Non, les débats mobiles... c'est pas ça? On peut faire ça aussi. Mais les débats mobiles, c'est lorsque l'on se déplace, nous, équipe du débat, dans les trains, dans les halls d'immeubles, dans les centres commerciaux. Alors parfois avec un questionnaire, parfois avec le questionnaire de la chaîne maritime de Nantes ou un autre questionnaire. Parfois sans questionnaire du tout. On fait des fresques et on récupère des arguments comme ça. Enfin, les méthodes varient, mais le principe du débat mobile, c'est qu'on se déplace à l'encontre. Vous allez chercher les personnes. On va chercher les personnes, soit on cible des personnes, soit c'est de manière aléatoire dans des lieux de passage. Florent a parlé d'ateliers cartographiques. Francis, c'est toi qui as organisé ça, je crois, en partie. Oui, on a cherché à répondre à une des questions posées précisément par l'État. Alors, il faut repartir de l'idée que la mer est administrée par une sorte de schéma directeur de la mer qu'on appelle un document stratégique de façade. En langage codé, c'est le fameux DSF. Alors, il y a une dimension objectif, et comme dans tous les schémas directeurs, il y a une dimension spatiale, territoriale, où on va dessiner des zones. Alors, sur le continent, c'est facile, les zones d'urbanisation, les zones naturelles.
Dans la mer, c'est la même chose. Il y a les zones pour les éoliennes, les zones de pêche, les zones à protéger, et parfois même, du coup, des mélanges entre ces zones. Donc, en fait, dans la question posée, il y a cette question de géographie. Alors, on a proposé aux participants qui le souhaitaient, car ce n'était pas du tout une obligation de se lancer dans un exercice de cartographie, on a proposé à des participants tout simplement de dessiner la mer telle qu'ils la voyaient en fonction des différentes contraintes. Donc, on leur a proposé une douzaine de cartes issues d'un atlas cartographique produit par les services de l'État. Le service de l'État, c'est le CEREMA. Et finalement, les publics ont manipulé ces cartes pour faire ressortir des zones potentielles. Alors en fait, les réactions à ces cartes, généralement, sont de deux natures. Il y a des gens qui jouent complètement le jeu en disant bah, voilà où on pourrait, en répondant à la question de l'État, où on pourrait loger des éoliennes et voilà les espaces qu'il faudrait protéger. Et puis une autre partie des publics disent voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est complètement l'inverse, en disant voilà les zones d'exclusion dans lesquelles on ne peut pas poser d'éoliennes, dans lesquelles on ne peut pas pêcher éventuellement. Donc en fait, on voit bien que les publics sont devant des choix assez larges dans leur façon de manipuler ces cartes. Alors pour nous, l'intérêt, ce n'est pas la carte, c'est que ces cartes font exactement la même chose que ce que Brice tout à l'heure disait en parlant de son questionnaire. Elles permettent de faire ressortir des préférences ou des exclusions. Et finalement, on demande aux gens d'argumenter leur position. Et la carte, c'est donc un outil de manipulation qui permet effectivement de faire ressortir assez facilement. On s'aperçoit du fait que quand les participants qui viennent dans ces ateliers cartographiques volontairement, dès qu'ils sont devant les cartes, ils s'emparent des cartes. Ça veut dire que la carte est vraiment un outil qui permet de s'exprimer collectivement sur des choix. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a développé cette modalité, qui est une modalité parmi toutes les autres qui permettent de parler de la planification de la mer. Ouais. En parlant de cartographie, Brice, toi aussi, tu as participé, tu as accompagné des marins-pêcheurs dans la cartographie de leurs revendications, de leurs besoins. Comment ça s'est fait? Tu peux nous raconter? Oui, alors effectivement, déjà je peux dire que ça s'appuie sur un partenariat qu'on a avec tous les comités de pêche en France depuis maintenant 14 ans, pour les plus anciens du moins, et qui ont permis de produire des données de spatialisation, permettant la cartographie des activités de pêche. Et ces données ont été donc à la demande des différents comités travailler pour être versé dans le cadre de ce débat public. Donc tout à l'heure, il y a eu une allusion au travail qui a été fait par les comités de pêche de Bretagne et de Pays de la Loire par rapport à ces cartes de zones d'importance pour la pêche. Bon, ça, c'est un travail qu'on a fait, nous, pour le compte des comités de pêche, sur la base des données qu'on compile depuis maintenant pas mal d'années. Avec peut-être un élément qui est important, c'est que ce projet, cette livraison cartographique, elle me semble assez emblématique finalement d'une recherche de combinaison à la fois entre les données scientifiques et les données expertes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, finalement, on pourrait tout à fait passer par-dessus l'épaule des pêcheurs et puis dessiner à leur place les zones qui sont importantes pour eux, mais on peut aussi tout simplement leur demander leur avis, puisque au-delà des données factuelles, et d'ailleurs qui sont pour partie des données dont on peut discuter, parce que ce qui est intéressant avec les cartes et le débat sur la cartographie, c'est que finalement les cartes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les enjeux autour de l'information, c'était le début des discussions tout à l'heure, les enjeux autour de l'information, quand il s'agit d'informations géographiques, elles sont distribuées sur l'ensemble du cycle de vie des données. C'est-à-dire quelles données, finalement, on va choisir pour illustrer tel ou tel enjeu, quelles données, comment on va traiter ces données-là. Il y a plein de façons de traiter les données qui vont donner des résultats complètement différents. Quel choix en matière de représentation cartographique on va faire, comment ces données vont être mobilisées ou pas dans les débats. Bref, il y a vraiment un intérêt, je pense, à apporter une réflexion sur l'ensemble de ce cycle de vie, et ça, on peut le faire à partir d'une réflexion cartographique. Florent, je le disais, ce débat dure depuis 4 mois. Il reste encore un mois, c'est le 26 avril que ce sera clos. Qu'est-ce qu'il y a encore comme événement auquel on pourrait participer éventuellement si on est intéressé? Alors déjà, tous les outils en ligne. Et le questionnaire dont on vient de parler, dont on a parlé
de la chaire maritime de Nantes Université. Il y a aussi d'autres éléments en ligne. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est comme on le disait au début, hein, nous avons livré un document de premier renseignement. Enfin, d'ailleurs, on en a parlé pour certains d'entre eux aujourd'hui. C'est intéressant pour nous d'avoir le retour du public sur ces enseignements, ce qu'ils pensent de ces enseignements, les questions aussi, parce qu'on a essayé de mentionner quelques controverses. Qu'est-ce que le public pense de ces controverses? Comment il y répond? Comment il se positionne dans ces controverses? Est-ce qu'il y a des choses... Alors, c'est une synthèse, donc par définition, une synthèse, ce n'est absolument pas exhaustif, mais ce qu'on a essayé de mettre dans la synthèse, ce sont les enseignements qui sortent. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il manque? Voilà, donc avoir des retours sur cette synthèse, ce serait important pour nous. Après, on a plein d'autres événements à venir, dont le 6 avril prochainement, le deuxième jour de cette assemblée multisite où tout le monde se réunit à Paris pour comparer les résultats et en tirer des enseignements, que ce soit en matière de spatialisation ou tout autre sujet. Oui, c'est un gros morceau, ça. Qui aura lieu, quelle date, du coup? Le 6 avril, tu m'as dit? Le 6 avril, oui. 6 avril, d'accord. J'ai pas mal de questions du chat. Au cours de la discussion, les gens dans le chat ont quand même posé pas mal de questions. Je voudrais vous en soumettre. Il y a une question qui demande est-ce que c'est vrai que les espaces maritimes protégés français sont différents dans leur fonctionnement par rapport à la législation européenne et mondiale? Alors, il y a toute une question. Vous avez entendu parler de l'objectif des 30% d'aires marines protégées annoncé. Et tout est dans le terme protégé, parce qu'il y a tous les niveaux de protection, depuis aucune protection jusqu'à ce qu'on appelle une protection forte. Et en fait, maintenant, il y a une formulation qui est plutôt un objectif de 10%, mais de réelle protection très forte. Et en France, en général, quand on dit on a atteint les 30%, c'est avec très peu de protection. Ce qui fait que la formulation n'a pas un sens réel pour la protection de la biodiversité. Et si on parle des éoliennes, il y a l'enjeu justement qui est soutenu par ceux qui analysent l'effet vraiment bénéfique de zones de protection très fortes, qui servent en fait de réservoir à long terme de biodiversité qui rayonne autour et qui donc n'est pas exclusif du tout d'activités de pêche autour, au contraire. Et ça serait de ne pas mettre des éoliennes dans ces zones-là de forte protection. Justement, puisqu'on parle de biodiversité, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on n'est pas capable techniquement de pouvoir pallier à ce qu'on abîme? On en revient au technosolutionnisme. Et ça te fait marrer, Sylvie, parce que la réponse est non. Non. La réponse est non. Une question sur le questionnaire, justement, parce que ça a soulevé des questions. Le questionnaire qui a circulé dans le chat, il y en a quelques-uns, j'ai vu qu'il avait rempli. Quelqu'un qui demande quelles connaissances préalables doit-on avoir pour remplir le questionnaire de manière un peu pertinente? Toujours la peur de ne pas être légitime à parler. Oui, aucune. Tout le monde peut y participer. Justement, c'est ça qui est intéressant. Un débat, c'est la vie dans la société. Il y a des gens qui ont telle connaissance, il y a des gens qui ont moins de connaissances, mais qui connaissent d'autres choses. Et tout le monde doit vivre ensemble. Dans un débat, c'est pareil. De la même façon, comme on le disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de test de connaissances pour voter, il n'y a aucune raison qu'il y ait un test de connaissances pour participer à un débat. Au contraire, en participant à un débat, d'ailleurs, on apprend des choses. Et pour le questionnaire, il n'y a aucun préalable. Il n'y a aucun préalable. Alors, j'ai vu pas mal de personnes qui disaient qu'il était quand même compliqué le questionnaire, mais concentrez-vous un peu, vous devriez y arriver. À mon avis, ça devrait le faire. Quelqu'un qui demande quelle concertation avec les collectivités locales? Alors, on fait beaucoup de choses avec les collectivités territoriales, avec les élus. D'ailleurs, on a fait un retour d'expérience avec les élus autour du parc de Saint-Nazaire la semaine dernière. Pas mal d'échanges prévus avec les élus du littoral sur toute la façade. Donc on fait pas mal d'événements avec les élus, mais il faut savoir que nous, notre raison d'être, la raison d'être de la CNDP, c'est quand même d'aller chercher le grand public qui ne vient pas spontanément, qui ne participe pas spontanément, donc, et d'essayer de faire dialoguer tout le monde. Donc les élus, les scientifiques, les parties prenantes, les militants, les acteurs et le grand public. On essaye de ce que l'échange porte entre toutes ces sphères-là. D'accord. Une dernière question à vous poser. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut participer à ce débat en ligne? Le site internet de la CNDP, c'est quoi? Alors, le site internet du débat public, c'est La Mer en débat. Il s'appelle comme ça, La Mer en débat. Toutes les informations sont sur le site internet, que ce soit pour les rendez-vous ou pour les différents questionnaires dont on a parlé. Et c'est aussi là qu'on peut retrouver le document qui fait état des premiers renseignements du débat. Et c'est aussi là où le public pourra voir les conclusions du débat en juin et les réponses du gouvernement dans les 3 mois qui suivent.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dernier mois de débat public sur la mer. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la CNDP. Merci beaucoup, Florent, Caroline, Francis, Brice et Sylvie d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce débat. On va se mettre un petit générique et vous retrouvez votre émission Backseat tout de suite après. A tout de suite.